Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Aujourd'hui, on parle blockbuster avec la suite de Dune de Denis Villeneuve. Toujours réalisé par lui, qui fait suite à la première partie sortie il y a 2 ou 3 ans, si je me souviens bien. Donc un film extrêmement attendu, donc c'était un petit peu obligé que j'aille le voir et effectivement j'attendais moi aussi très clairement la suite. Cette suite, elle va un step au-dessus par rapport à la première partie. C'est clairement plus le même film, clairement plus les mêmes moyens et clairement plus les mêmes enjeux. Donc pour l'histoire, on va y retrouver Paul Atreides et sa mère qui, à la fin du premier film, s'étaient retrouvés chez les Fremen après que la famille Atreides se soit faite décimée par les Harkonnen suite à un complot de l'empereur. Et on va donc suivre à la fois les conséquences de la destruction des Atreides ainsi que le parcours de Paul pour devenir le prophète qu'il est soi-disant destiné à devenir pour les Fremen et les aider à reprendre le contrôle de Dune/Arrakis. Donc comme je le disais en intro, le film a step up très clairement au niveau visuel, de manière d'ailleurs assez impressionnante. Je vais devoir spoiler quelques petites choses, mais donc déjà on voit des gros verres avec des gens dessus. Parce que c'était pour moi le principal défaut du premier film, c'est qu'on voyait pas ça, alors que moi, dès qu'on me dit Dune, je pense très clairement à des types qui surfent sur des gros verres de sable, même si en plus le design des verres était déjà bien classe dans le premier film, dans le deuxième c'est encore mieux, donc pourquoi pas. Je l'ai peut-être pas trop précisé, mais Denis Villeneuve, je reviendrai dessus un jour, je pense. Mais c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai vu la quasi-totalité de ses films, sauf ses 2 premiers, si je me trompe pas. Donc si je dois revenir dessus, Polytechnique, j'aime beaucoup. Incendie et Prisoners, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre absolus. Ennemi, j'ai pas trop accroché. Sicario, pareil. Premier Contact, c'est un de mes films préférés. Blade Runner, c'est un somnifère pour moi. Et d'une première partie, c'est un peu ça aussi. Je trouve que ça en donnait assez peu au final pour la durée du film et on en avait pas trop pour notre argent en fin de compte. Surtout que je l'ai revu avant de voir le film et effectivement, et c'est un film au final où il se passe pas grand chose. On sent que on avait peur de peut-être pas pouvoir, on avait peur de peut-être pas avoir les financements et les droits de faire le deuxième film. On avait peur que ce soit un peu un flop, etc. Donc là, effectivement, cette fois-ci, on s'est lâché, quoi. Cette fois-ci, clairement, on s'est lâché et cette fois, on les a nos verres avec des types dessus. C'est vachement classe, notamment la scène où Paul va devoir en maîtriser un est extrêmement bien fichu. Pourtant, on voit pas grand chose, mais c'est tout à fait limpide. Et l'autre point où ça va être très clairement un gros step-up, ça va être sur la planète d'Harkonnen. Parce que dans le premier film, très clairement, c'est design random de planètes de grands méchants dans un space opéra. Là, on a véritablement une vraie esthétique qui appartient à cette ethnie ou race, ou je sais pas trop comment c'est défini dans le monde de Dune. Mais clairement, on a une esthétique très particulière sur cette planète, puisque tout va être en extérieur complètement noir et blanc, puisque leur soleil, en l'occurrence, éclaire en blanc. Mais pas en jaunâtre ou quoi que ce soit, non, en blanc. Ce qui veut dire que les types sont tout blancs quand ils sont à l'extérieur. Quand ils sont à l'intérieur des bâtiments, ils vont avoir le teint pâle, mais pas être blanc non plus à ce point, quoi. Là, ils sont vraiment blancs, genre les types dans Prometheus. Donc c'est assez particulier en termes de visuel, ça fonctionne vachement bien. D'autant qu'on s'étend pas mal pour des raisons de récit sur la planète d'Harkonnen. Donc c'est assez cool à voir qu'ils ont bossé une vraie esthétique pour ça et pas juste fait un endroit où il fait sombre et à Grougou ils sont méchants, quoi. D'autant que ça va être lié aussi de près ou de loin à tout le mysticisme qui entoure ces personnages un peu mystérieux, les Bene Gesserit qui sont des espèces de femmes qui ont des pouvoirs un peu particuliers et manipulent un peu tout le monde dans l'ombre. Pareil, on va revenir dessus, elles vont avoir un rôle beaucoup plus important que dans le premier film et ça va être, je pense, assez important pour la suite du récit aussi. On a une grosse part de mysticisme et de manipulation liée à ça, à savoir qu'il va y avoir en fait bien plus de manipulation dans le but d'instaurer un mysticisme sur les gens, plus que du mysticisme en tant que tel. Et je pense que ça va être un truc qui va servir aussi dans la suite, parallèlement au fait qu'il y a aussi une espèce de mysticisme quand même avec elles, étant donné qu'elles ont cette espèce de pouvoir avec la voix qui leur permet de manipuler les gens, mais de manière assez frontale cette fois-ci. Donc on va avoir d'ailleurs, en parlant de manipulation, une issue assez étrange concernant Paul Atreides. C'est pas un truc qu'on retrouvait dans la première adaptation des années 80. On va avoir une issue qui va être assez surprenante pour un blockbuster hollywoodien, et je pense même que Villeneuve a cherché à travers ça à préparer aussi un Dune 3 et à le vendre, parce que je pense qu'il a vraiment envie de le faire. Il a pas envie de faire un Dune 4, mais un Dune 3 il en parle, et je pense que très clairement il a préparé le terrain pour que ça se fasse, et pour que ce soit lui qui le fasse. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, Paul, donc joué par Chalamet, j'ai plus son prénom, mais bref, vous savez de qui je parle. Quand il s'énerve,
c'est un truc, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir du tout dans ce genre de rôle, et finalement il fait parfaitement le boulot, et ça fait d'ailleurs un antagonisme assez flippant entre le personnage qu'on a l'habitude de voir quand il joue, et ce personnage de Paul Atreides qui est un peu dans le même délire au départ, et là prend de l'ampleur qui n'a absolument rien à voir avec ses rôles habituels. Donc c'est plutôt bienvenu au final, c'est un choix de casting qui se justifie totalement dans cette deuxième partie. Et la musique, puisqu'on est à parler du technique, etc., c'est Hans Zimmer qui revient, et il s'est enfin sorti les doigts, puisqu'ils nous font enfin une BO digne de ce nom, au lieu de nous sortir le même chœur de voix pour chaque morceau, le fameux... Là, c'est bon, on l'a pu cette fois-ci. Il arrête de nous saouler avec ça et il s'est enfin diversifié à nous faire des thèmes. Quand on va avoir justement les Harkonnen, on va avoir des thèmes quand l'empereur va arriver, etc., qui vont être assez différents. Et au final, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et on a enfin un Hans Zimmer qui revient au haut de sa forme, quoi. Et là, vraiment, on sent qu'il s'est mis à la tâche pour faire une très bonne BO à cette partie 2. Et de manière générale, clairement, la technique est au-dessus. Clairement, un level au-dessus, cette fois-ci, c'est convaincant à 100%, quoi. Même si on n'aime pas le film, la technique, on peut pas trop lui reprocher quelque chose. Donc, en définitive, j'ai passé un très bon moment devant cette partie 2 de Dune. J'ai passé un excellent moment et je peux qu'encourager ce type de blockbuster un peu à la marge, un peu particulier dans son traitement des personnages, dans sa technique, dans ce que ça montre, dans son rythme, etc. On s'ennuie pas un seul instant, c'est toujours impressionnant et c'est divertissant en plus. Sans être stupide, si on accepte bien sûr que c'est une métaphore. Et là, je vais devoir détailler, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont très particuliers et je pense assez propres à l'univers de Dune et qui sont un petit peu bizarres. Typiquement, les boucliers. Je crois comprendre ce que c'est dans l'œuvre originale, mais cinématographiquement parlant, ça passe absolument pas. C'est-à-dire que dans le premier film, on nous explique que ça arrête les coups rapides, mais ça bloque les coups lents. Ça peut être un concept qui se défend, parce que typiquement, quand tu dois désarmer ou maîtriser quelqu'un, tu dois aller super vite, mais du coup, tu dois galérer à essayer de lui porter un coup lentement en même temps que tu te bats rapidement. Donc il y a un côté un peu cool. Le seul problème, c'est que les seuls moments où on aurait besoin de ce type de techno, les types se battent sans bouclier, pour des raisons d'honneur, etc. Donc du coup, ça marche pas, et le seul moment dans le film où le bouclier est utilisé, c'est pour arrêter des putains de balles tirées donc sur un hélico, je crois, et la balle, à un moment donné, pour une raison X ou Y, elle traverse le bouclier, elle fait péter l'hélico. Soi-disant, les types sont en train de couper leur bouclier quand ils tirent, mais en fait, on voit l'action du bouclier, donc du coup, on sait pas trop, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un truc purement littéraire, et qu'à montrer au ciné, c'est juste, ça marche pas, en fait, c'est un truc qui marche pas. Aussi, on va passer, bien sûr, sur le fait que les types, ils sont en l'an 10 000, ils ont des technos du turfu, en mode, ils vont dans l'espace, ils ont le voyage interstellaire, etc. Mais par contre, les types ont des armées de millions de personnes, ils ont des moyens stratosphériques, mais t'as aucun de ces cons qui s'est dit, au lieu de galérer sur une planète où il y a des rebelles, où il y a des vers géants et où c'est inhabitable parce qu'il n'y a pas de flotte, et si on essayait de synthétiser de l'épice en fait dans des labos pour éviter de devoir dépendre de ce truc-là et de se foutre sur la tronche en plus, ou alors de payer des types qui clairement sont des graines de tyrans, les Harkonnen, ça pourrait être une bonne idée, mais non, il n'y a personne qui s'est dit ça, les types préfèrent se foutre sur la tronche, c'est un peu particulier. Je comprends la métaphore, mais du coup, dans le contexte du film, c'est un petit peu bizarre comme délire. Pareil au niveau de l'utilisation des armes à feu, elles sont au scénarium, les armes à feu. Quand ça sert, on les utilise. Typiquement, les Fremen, ils ont des espèces d'armes laser qui font péter des bâtiments à distance. Ça a l'air trop bien, mais on s'en sert que pour faire péter des bâtiments à distance. Par contre, l'hélico, pour le faire péter, on s'en sert pas. Alors qu'il est à distance aussi, ça servirait d'avoir un putain de laser qui le fasse exploser. Parce que je pense pas que les boucliers en mousse, là, ça résiste au laser quand même. Mais on s'en sert pas. Pareil, les types, ils ont des armes, forcément, des armes à feu, des missiles, des trucs comme ça, pour faire péter des bases Fremen. Mais par contre, ils s'en servent jamais en combat, ils ont pas de flingue. Du coup, les mecs se battent au couteau, enfin la lame, aux dagues, etc. Par contre, ils utilisent jamais de flingue, alors que les types ont des arsenals de feu, c'est stratosphérique. Il y a même des ogives nucléaires, mais les types, ils se battent à la dague. C'est un peu particulier, et c'est pas tant que ça expliqué en fait dans le contexte du film. Du coup, c'est assez bizarre quand on se met à se questionner là-dessus. On se fait, ok, c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. Et pour le coup, il y a d'autres sujets qui sont intéressants aussi dans le contexte de Dune, donc les Bene Gesserit notamment. Je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont en faire dans la suite, puisque ça annonce des choses très ambiguës, et je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce thème de la foi, et de la foi justement amené par des personnes dominantes. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Donc pour le coup, j'attends le Dune 3, j'ai passé un très bon moment devant celui-là, donc on verra bien. Et du coup, là maintenant, pour les conseils de films, je vais être bien embêté. Je vais être bien embêté parce que d'habitude, je conseille des films peu connus ou sous-estimés et que j'aime bien. Mais au niveau du space opéra,
j'ai très peu de candidats en fait dans ce range de films, donc je vais devoir recommander des trucs assez chelous et dont le lien est très capillotracté. Donc le premier, on va commencer par un film qui contient aussi un désert et des gros vers géants, qui est donc Tremors de Ron Underwood. Donc apparemment il y a 7 films de la saga Tremors, j'ai vu que le premier, et pour le coup quand je l'ai vu je m'attendais à un gros nanar parce que c'est du cinéma d'exploitation des années 90 avec des gros monstres. Et je me suis dit, ça va être nanardesque. Et au final, c'est hyper divertissant, ça fonctionne super bien. Et donc l'histoire, c'est qu'on va suivre une attaque de vers géants dans la ville de Perfection, et c'est pas une blague. Et on va suivre du coup des gens qui vont évoluer dans cette ville qui se retrouve au milieu du désert complètement isolé, et de ces gens qui doivent survivre à des vers qui suivent un peu le même modèle que ceux de Dune d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils vont réagir au fait que les gens posent le pied par terre, donc au rythme des gens qui posent le pied par terre. Et c'est extrêmement divertissant, c'est très bien fichu, c'est assez lambda, mais au final c'est hyper bien fichu, on passe un très bon moment devant. Même les effets visuels sont assez bien utilisés, donc pourquoi pas en fait. Et mon deuxième conseil, là par contre, il va directement aux amateurs de nanar, et ils le connaissent ce film, mais ils l'ont peut-être jamais vu en entier. Et c'est le film entier que je conseille. J'avais aucune idée de bon space opéra méconnu, donc on va parler d'un mauvais space opéra. Et assez connu, mais que peu de gens ont vu en entier. C'est tellement mauvais que ça en devient drôle d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Dünyayı Kurtaran Adam. Admirez mon meilleur accent turc. Je parle pas un mot de turc, autrement connu sous le nom de Turkish Star Wars. C'est ce film qui est connu pour certaines scènes, dont notamment des scènes qui vont piquer carrément des extraits de films connus, dont Star Wars, d'où le nom officieux du film, pour créer un autre film. Et il pique pas que du Star Wars, il pique d'un peu partout. Et ça donne un film complètement fourre-tout, absolument incompréhensible. Et franchement, la vision du truc en entier vaut le coup. Parce que c'est un ovni complet, on comprend rien, c'est nanardesque au possible. C'est con comme la lune, mais putain, qu'est-ce qu'on se marre devant ce truc. Franchement, je peux que le conseiller aux amateurs de nanar, parce que c'est du génie dans n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais conseiller en fait en lien très très lointain avec Dune. Voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous pour faire grandir la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut!